Et ben voilà, et du coup, on commence très bien. Puisqu'on accueille donc Joël Vigneault, qui va nous parler du couple et ses trans. Joël Vigneault, qui est psychologue, qui est psychothérapeute et sexologue clinicienne, qui est co-titulaire de la chaire UNESCO Santé sexuelle et droits humains. Elle est directrice d'enseignement à l'Université Paris-Cité. Elle est rédactrice en chef de la revue Sexualité humaine. Elle est autrice et conférencière. Elle nous fait l'honneur et on a la chance de la recevoir. Et c'était une très belle courroie de transmission, je trouve, par rapport à ce que j'ai envie de vous dire. Alors, effectivement, moi, je vais vous parler de ma casquette. Enfin, j'ai plusieurs casquettes, comme vous l'avez vu, mais je vais vous parler quand même de ma casquette de clinicienne, de thérapeute de couple et de sexologue, mais aussi de femme engagée. Alors, je suis engagée dans les droits humains, comme vous le voyez, à l'UNESCO. Donc pour moi, les deux parcours sont totalement liés et toute la question effectivement de comment, avec l'expérience, on intègre aussi toutes ces différentes voies de réflexion peuvent ben, donner peut-être ce travail aujourd'hui. Alors je vais vous parler du couple et ses trans. Alors, je ne sais pas ce que ça évoque pour vous. Je vais peut-être passer quand même ma deuxième diapo. C'est ici, je pense. Non? Voilà. Alors, vous allez déjà méditer sur quelques petits tableaux. Je vous ai mis des tableaux au fur et à mesure. Alors, le couple, c'est la plus petite cellule relationnelle humaine. Au croisement, donc, évidemment, des évolutions sociétales et individuelles. Alors, les dernières études, les récentes études montrent des évolutions majeures au niveau du couple, à la fois dans leur architecture, mais aussi dans leur façon de se séparer ou de ne pas faire couple. Le lien conjugal, il va être ici employé au sens extrêmement large, c'est-à-dire absolument pas du côté ni de l'hétérosexualité, ni de l'homosexualité, on parlera de plusieurs modèles de couple, mais quelque chose qui traverse tous les modèles. Ça, je voulais vraiment le dire, parce que c'est un terrain propice à l'expression des normes de genre, à leur fixité ou à leur fluidité. Et il va se tisser une complexité des rôles qui va souvent être introjectée et inconsciente. J'ai un une, une orientation psychanalytique de départ qui quand même reste pour moi un fil rouge dans ma façon de penser toutes ces questions. Alors, ces couples, ils peuvent aller aujourd'hui, on en parlera tout à l'heure, jusqu'à des couples numériques. Donc, on a tous les modèles de couple possibles. Alors, il y a trois grands axes qui vont être abordés dans ce travail à propos de la transe. La transe comme qualité du lien amoureux, hein, à partir de la magie de la rencontre et de la construction de l'amour. La transe comme point aveugle, qui paradoxalement éclaire la vie autrement. Et la transe comme tissage de la relation. Alors, vous avez ici deux tableaux. Le premier tableau est d'un peintre qui s'appelle Jan van Eyck, qui est de 1470, donc c'est un peintre du XVe siècle, et il représente un couple traditionnel, le couple Arnolfini, où vous voyez un homme et une femme qui est enceinte, et avec le lien qui est représenté par la main, ici, où il se touche la main, et on est devant un couple complètement traditionnel de l'époque, et aujourd'hui, il y a encore des couples qui fonctionnent de cette façon. À côté, vous avez une autre image que vous connaissez peut-être, Adam et Steve, qui ont à voir avec le couple Adam et Ève, sur une représentation évidemment là du couple homosexuel, avec effectivement là aussi au niveau de euh, nous avons un homme qui est blanc et l'autre qui est voilà avec une origine différente. Donc voilà, on est totalement là dans la représentation du couple d'aujourd'hui, avec toutes les évolutions évidemment qui ont eu lieu récemment.
Alors, ces états de transe successifs et multiples, dans toutes leurs dimensions corporelles, sensorielles et émotionnelles, mais aussi imaginaires, on a parlé de l'imaginaire tout à l'heure, façonnent le devenir des couples, dans l'espace et dans le temps. Alors, de l'institution sociale et politique destinée à la transmission du patrimoine, c'était le cas pour le premier tableau, hein, le couple, je dirais, qui est une institution sacrée, euh, s'est imposé dès le Moyen Âge, hein. Je fais une toute petite, un petit récapitulatif historique, même si à cette époque-là, déjà, l'amour courtois a introduit la question du désir et de l'adoration. Et puis, la passion amoureuse et le couple institutionnel ont été séparés à cette époque-là. L'amour conjugal était une amitié noble et qui commence à prendre forme au XVIIIe siècle jusqu'à la notion de mariage d'inclination, du mariage d'inclination qui va apparaître. Alors peu à peu, la dimension romantique, et on va arriver à l'état amoureux évidemment, et les sentiments sont intégrés au lien conjugal, même si le mariage reste une institution contrôlée. Alors le couple en Occident se fonde aujourd'hui sur l'amour réciproque, quel que soit le couple, hein, l'attachement, et non plus sur une obligation sociale. Il arrive encore qu'il y ait des couples qui, évidemment, se fondent sur une obligation sociale. Là, je parle en Occident, je ne parle pas d'autres pays. Par exemple, moi, je connais bien l'Inde, on sait très bien que dans un pays comme l'Inde, les mariages, les couples se fondent uniquement sur une obligation sociale. Mais là, je parle des mariages en Occident, enfin du lien conjugal en Occident. Alors, ce petit rappel historique nous montre à quel point la raison et la passion, bon, évidemment, ont été très séparées à un moment donné et qu'aujourd'hui, l'épanouissement personnel, mais aussi mutuel en lien avec les évolutions fondamentales qui se sont passées aussi dans les années 70, s'instaure comme un modèle de dépassement des normes. Alors le mariage, c'est aussi bien sûr le concubinage, le pax, l'union libre, le mariage homosexuel, le polyamour, avec des modes de cohabitation aujourd'hui qui sont extrêmement divers. Alors la notion de bonheur conjugal est en lien aussi avec la durabilité du couple et des transformations de l'intimité qui vont être mises en perspective, notamment par un sociologue qui s'appelle Anthony Giddens, qui en 1992, donc ça date un peu, insistait sur la métamorphose de la notion de couple pur, basée sur la satisfaction et sur l'épanouissement des partenaires dans la mutualité. Alors la volonté des individus de partager leur vie devient alors le moteur au-delà des contraintes sociales, des obligations religieuses et économiques. Et ce modèle contemporain du couple s'appuie sur plusieurs caractéristiques: l'égalité, on revient aux droits humains, la réflexivité, l'autonomie et la conditionnalité qui va constituer ce qu'il appelle la démocratie de l'intimité. Vous allez voir pourquoi je parle de cette notion de démocratie en miroir de la transe. Évidemment, alors on sait que le modèle hiérarchique du couple, en gros, on va dire le modèle patriarcal, a encore aujourd'hui de beaux jours devant lui. Et que la réalité, pardon, dépasse la fiction dans la fixation des rôles, encore dans les couples d'aujourd'hui. Et surtout, évidemment, face aux inégalités et aux dictates. Et notamment les dictates pour lesquels subissent les partenaires du couple et le diktat du couple lui-même dans notre société. Parce qu'on est aussi dans une société où il y a une forme de diktat du couple. Alors, comment l'état de transe a progressivement infusé la notion du couple et comment il éclaire cette démocratie de l'intimité, avec une réinvention en marche dans des relations interindividuelles. Est-ce que... Non, c'est pas là. Hop. Alors, l'état amoureux conditionne donc la constitution des couples aujourd'hui. On l'a dit, à la fois une quête qui va être portée sur le désir, moteur de la séduction, de la rencontre, avec un lien très proche avec la définition de la transe, et j'ai repris la définition de la transe d'Antoine, parce que j'ai trouvé que c'était vraiment tout à fait juste. D'abord, la modification de la perception, l'absorption, le changement de la réalité habituelle qui change momentanément et le regard qui change sur le monde intérieur et extérieur lors de la rencontre amoureuse.
Peut-être avez-vous tous et toutes déjà vécu ça. Cet état habituel, mais transitoire, s'appelle tout simplement le trouble. L'ordinaire est alors mis à distance, le sentiment du moment magique, on appelle ça la lune de miel aussi, et une mise en action de l'imaginaire se fait dans la douceur et progressivement, effectivement, ce trouble s'installe. Le troisième point, c'est le déclenchement dans un contexte spécifique à l'état de transe qui se traduit, quand on écoute les couples, dans leur narratif, devant le souvenir de leur première rencontre. Moi, je vais travailler les couples en hypnose, je travaille, quand il y a une problématique qui est amenée par un couple. Et souvent, je fais travailler cette question de la première rencontre en hypnose et c'est toujours très intéressant de les écouter sur ce qu'ils en disent. La surprise, la découverte, le sentiment d'entrer dans une nouvelle aventure de vie. Et puis, c'est une expérience subjective unique. Alors, vous connaissez la phrase de Montaigne, parce que c'était lui, parce que c'était moi. Euh, Montaigne à la Boétie. Parfois à la fois surprenante et différente dans dans l'intention de se relier à soi-même et à son environnement. Donc, on retrouve la surprise, dont parlait Antoine, la brusquerie aussi, hein. La relation se noue à ce moment-là et la surprise va modifier les repères de l'individuation. Les champs de conscience vont s'élargir en mobilisant des souvenirs et des ressources internes. Vous savez aussi que lors d'une rencontre, eh bien, souvent, qu'est-ce qu'on fait? On raconte sa vie, on raconte ses souvenirs à l'autre. Et parfois, il y a énormément de points communs qui apparaissent très vite cette narration à deux. À ce moment-là, le passé, le présent et le futur vont se raconter de façon fluide, comme une preuve que c'était évident, cette rencontre-là, dans cette transe à deux qui commence, et puis comme une nécessité, et aussi une clarté, comme si tout s'éclairait autour de soi. Alors dans cette perspective, l'état amoureux qui sous-tend le couple contemporain est une expérience à la fois existentielle et psychique. Il exprime une quête de sens, d'absolu, où l'autre devient la source de l'idéalisation, du projet, mais aussi un état affectif et neurobiologique. Alors, je ne reviendrai pas sur la question neurobiologique, on pourrait en parler, l'ocytocine, la dopamine, etc. Marqué par, souvent au début, la passion, l'attachement, l'euphorie, mais aussi la vulnérabilité. Alors, c'est une expérience vitale, féconde, mais est-ce aussi une illusion dangereuse? À la lisière de la construction sociale, on l'a vu, et de la plus pure subjectivité liée à l'histoire de chacun et de chacune, l'alchimie, on parlait de l'alchimie du couple, mise en avant reste un équilibre délicat et une expérience paradoxale, constitutive de notre humanité, quel que soit le couple. En cela, la notion d'illusion va faire office d'une articulation entre le couple et la transe, et ils vont avoir d'intéressants qui vont mettre en perspective deux valeurs constructives du lien entre la santé sexuelle et affective et les droits humains. On en a parlé, la sécurité, le sentiment de sécurité et la satisfaction. Alors, il y a eu quelques études qui ont été faites sur l'illusion dans le couple, qui sont très récentes. J'ai trouvé des études de 2025, donc ça ne peut pas être plus récent. Je vais vous en citer quelques-unes. Alors, la première, c'est celle sur les croyances positives sur le partenaire. Il y a une étude qui a montré que finalement, ces croyances positives contribuent à la satisfaction conjugale. La deuxième étude montre que les illusions positives diminuent lorsqu'il y a des conflits et évidemment, cela correspond au modèle de la désillusion progressive dans le couple. D'autres études montrent aussi, par exemple, il y a une étude de 2006 un peu plus ancienne sur des couples de jeunes mariés qui montre que l'idéalisation réciproque favorise d'abord l'amour, puis contribue à ralentir le déclin de l'intimité. L'effet protecteur de l'insécurité, pour une étude de 2024 très récente, explique que les illusions positives atténuent
le sentiment d'insécurité. Donc, il y a un lien vraiment entre la nature de l'illusion, donc la nature de la transe à deux, on pourrait dire, et la question de la sécurité. Je vais juste citer aussi deux petites expériences. Le phénomène Michel-Ange, que vous connaissez peut-être, qui date un peu des années 90, mais qui correspond à ce concept psychologique, pardon, qui va demeurer assez pertinent. Un partenaire idéalisé peut littéralement sculpter l'autre en l'aidant à grandir dans sa version idéale. Bon, vous pouvez trouver les références où je vous les donnerai sur ce phénomène Michel-Ange. C'est une illusion constructive qui va être un jalon inspirant aussi pour les thérapies de couple. On peut utiliser ce type de travail pour les thérapies de couple. Et puis enfin, un autre, une autre étude, un texte là qui est autour de l'IA de l'ontologie moderne de l'amour. Un texte qui s'appelle A Path of Loving. Donc là aussi, je pourrais vous donner les références et qui met en avant, qui propose une approche conceptuelle de l'amour entre les sensations dites passives, attachement, émotion, et les jugements actifs, c'est-à-dire les valeurs qui sont perçues chez l'autre. Là, on voit déjà qu'il y a une évolution intéressante entre la subjectivité et puis aussi la dynamique relationnelle. Alors, on est aujourd'hui dans un troisième temps. Après le couple conventionnel, vous l'avez compris, centré sur la transmission, la reproduction, sur le romantique qui était centré sur l'illusion et la séduction. Aujourd'hui, on est dans un modèle qui va sur d'autres formes de relations, qui va émergentes, qui sont basées sur la diversité, l'autonomie, la fluidité, et qui inclut aussi le numérique, on en parlera tout à l'heure. L'étude de Nathalie Bajos, qui est donc paru en 2023, révèle une plus grande. Nathalie Bajos et l'INSERM, il y a une très grande étude sur la sexualité des Français, révèle donc une plus grande diversité des pratiques et des orientations sexuelles en particulier, ainsi qu'une évolution des relations plus réflexives dans les couples contemporains. Alors, les illusions conjugales et leur nature proche de la transe ne sont pas seulement trompeuses. Elles jouent un rôle structurel. Elles nourrissent la satisfaction, elles protègent des insécurités, elles soutiennent la persistance du lien. Toutefois, évidemment, elles doivent être intégrées dans une dynamique de réalité partagée et éthique. On pourra parler des violences tout à l'heure. Alors, maintenant, je vais vous proposer autre chose, un deuxième plan. Je crois que j'ai encore un tout petit peu de temps, ça va? C'est l'ancrage dans le corps. Alors, qu'est-ce que c'est que cet ancrage dans le corps de la transe, et notamment de la transe sexuelle? On va rentrer dans quelque chose d'un peu plus chaud, on va dire. L'histoire des muqueuses et des fluides. Alors, la dimension sensorielle, alors je vous ai mis le tableau de Klimt, le baiser que vous connaissez certainement. La dimension sensorielle et corporelle de la transe, donc, est un pilier fondamental, on l'a vu. De la même façon, le couple se construit en partie sur des transes corporelles successives. Alors, je vais vous donner trois exemples. Le premier, quelle pourrait être, à votre avis, la première transe, en dehors de la séduction, la première transe corporelle que rencontre le couple? Vous en avez une idée? Que vit le couple? Alors, on peut en mettre d'autres, hein. Vous aurez certainement des idées, d'ailleurs, j'en suis certaine. Eh ben, moi, je vais vous en proposer une, c'est le baiser. Le baiser, c'est la première transe corporelle. Qu'est-ce qu'on fait quand on se rencontre en général? Bon, la rencontre se fait, on peut se toucher, se caresser, etc. Puis à un moment donné, on s'embrasse. Enfin, en général, hein, alors je ne vais pas faire de généralité, mais en général, ça se passe comme ça. Donc c'est un mythe fondamental. Philippe Breneau, qui est un collègue sexologue, l'a déterminé comme un mythe fondamental, le baiser, et qui est évidemment un univers qui s'ouvre là sur l'autre, quelque chose d'ignoré, un mélange des humeurs, des goûts, des sensations subtiles des muqueuses, hein, bien sûr, de l'intimité qui va s'incarner à un moment donné et où les impressions vont affluer.
Dans le meilleur des cas, dans le meilleur des cas, l'esprit s'envole, le corps palpite et se laisse envahir par une excitation qui va préparer à d'autres états de transe que l'on va voir après. Les émotions vont se mêler, les réactions physiologiques et l'éveil à un univers intime de l'autre, à l'univers intime de l'autre, va permettre la déconnexion du monde extérieur. Le deuxième exemple de transcorporel dans le couple, j'en ai choisi un, c'est la pénétration sexuelle. Alors, là aussi, dans le meilleur des cas, évidemment. Qui va interroger, et la pénétration sexuelle, c'est pareil, c'est très large sur toutes je dirais, parce que c'est quand même l'idée de la pénétration du corps de l'autre, quelle que soit la forme de la pénétration. Donc c'est dans un double mouvement, on va entrer dans le territoire de l'autre, et suivant la disponibilité, évidemment, du territoire de l'autre, ou pas, forcément, et de sa propre disponibilité. Donc on sait bien que beaucoup de difficultés sexuelles tournent autour de cette problématique de la pénétration. Et parfois, il y a évidemment un dialogue impossible qui va se faire. On le sait dans toutes les difficultés sexuelles, comme le vaginisme, les dyspareunies, mais aussi les dysfonctions érectiles. Donc, passé au filtre de la transe, le mouvement de pénétration va relever du tissage de trois vécus, une intensité des sensations, une concentration sur le moment et un abandon psychique. Encore une fois, dans le meilleur des cas. Et si l'un des trois vécus n'est pas présent, l'excitation et le plaisir vont être altérés. Alors, au-delà de tous les facteurs physiologiques qui vont être en jeu, l'entrée en transe est facilitée par le rythme corporel, par la respiration, par le sentiment de confiance et de sécurité, et enfin par un sentiment de dissociation. Les limites du corps peuvent alors s'effacer, le temps et l'espace se modifient, et évidemment, dans ce cas, il y a l'union de deux corps peuvent se faire, encore une fois, de façon satisfaisante pour l'un et pour l'autre, ce qui n'est évidemment, vous le savez très bien, pas le cas tout le temps, pour plein de raisons. Et le troisième état de transe dans le couple et dans la relation sexuelle, c'est l'orgasme, qui va être considéré par beaucoup comme une fin en soi. On sait qu'il y a cette quête qui est souvent d'ailleurs une cause de consultation, qui va devenir alors l'acmé de la transe et qui va conduire à la décharge orgasmique, le point culminant du plaisir. Alors c'est une évidence pour certains et certaines, c'est une quête pour d'autres, encore pour d'autres c'est un paradis perdu. Le climax, qui se définit par le sommet de l'excitation, est aussi une transe en action, une expérience subjective particulière qui va se résoudre par l'orgasme et qui va supposer aussi l'acceptation de la réfraction, c'est-à-dire ce qu'on appelle la phase réfractaire qui va suivre. Donc, trois types de transes corporelles qui ne vont pas être exhaustives. Il y en a certainement d'autres. Sans doute que vous en connaissez d'autres. Mais si elles sont conditionnées par une dimension relationnelle fondamentale, eh bien, elles doivent se baser sur des valeurs. Et c'est là où j'introduis la question des droits humains. La première des valeurs qui fait partie des sept valeurs qui, je dirais, soutiennent l'articulation des droits humains et de la santé sexuelle, c'est le consentement, bien entendu, qui est une valeur essentielle dans tout type de relation. Alors, oui, ça va avancer tranquillement. Peut-on parler de transpsychique du couple? Je vous ai mis le tableau de Chagall de ce couple qui vole. J'ai pris aussi trois exemples. Alors, trois univers qui peuvent illustrer cette dimension encore plus profonde de la transpsychique. On a parlé de la transcorporelle, de la transpsychique. Les deux étant liés, évidemment, aussi, hein. Le premier, c'est bien sûr celui des liens entre l'amour et la dépendance affective. Alors, il y a différentes formes d'amour. Les Grecs ne s'y sont pas trompés entre la philia, l'agapé, l'éros, etc. Chaque couple se situe sur l'un ou l'autre modèle. Il va passer peut-être même d'un modèle à l'autre.
et ça va se faire aussi dans un mouvement d'idéalisation, on l'a vu tout à l'heure, et d'illusion. Mais la question reste le statut de la pensée. Et c'est là où on retrouve la dimension de la transe. Penser pour l'autre, penser avec l'autre, penser comme l'autre, penser pour l'autre, penser à travers l'autre. L'autonomie de la pensée et de l'action, c'est aussi une des valeurs intrinsèques de la santé affective et sexuelle, l'autonomie. Est-elle compatible avec l'état de transe qui infuse le couple depuis sa constitution? C'est une question. La recherche illusoire de fusion, voire les effets délétères de la fusion, euh, mettent-elles en, je dirais, en perspective la nature même de ce couple et de son vécu? Alors ça, c'est le premier point, l'amour et la dépendance affective. Le deuxième point, c'est la spiritualisation de la relation. L'état de transe du couple peut aussi être de nature plus spirituelle. La dimension sacrée qui s'appuie alors soit sur des croyances communes, qui peuvent être des croyances religieuses par exemple, soit sur une vision sacralisée du lien conjugal qui la rend immuable et intouchable. Et on retrouve dans des pratiques comme le tantra ou le BDSM par exemple, des tentatives de spiritualisation de la relation conjugale ou à deux en tout cas. Le troisième point, c'est l'harmonie conjugale, qui est aussi une figure de la transe idéalisée dans le couple. Alors, elle se base sur un sentiment de la légèreté de la vie commune, de la capacité de soutien aussi. Et cet état de transe à deux produira une recherche permanente d'équilibre subtil qui va nécessiter des conditions, hein, évidemment, pour maintenir l'édifice euh, solidement. Alors, la qualité de la présence, les buts communs, par exemple, qui vont permettre à chacun d'avoir un univers concret, mais aussi un imaginaire et des valeurs de respect de la différence. Je vais juste citer un petit exemple. Cécile Thomé, dans son livre Des corps disponibles, elle vient de sortir un livre très intéressant sur la question de l'avènement de la contraception. Alors, on est plutôt effectivement du côté des couples hétérosexuels. Et elle met en question justement la question du corps des femmes face à cette liberté qui a été la nôtre hein, dans les années 70 et de cette disponibilité qui a été finalement le retour de cette liberté gagnée sur notre sexualité. Et aujourd'hui, finalement, elle, elle questionne cette liberté-là. Je trouve ça vraiment très intéressant de remettre ça en perspective aussi, notamment par rapport à la notion de consentement. Alors, je vais terminer sur un point qui va être celui de ben, qu'est-ce qu'il en est quand rien ne va plus? Qu'en est-il de cette transe qui a été structurante? Vous avez ici le tableau des deux Frida, Frida Kahlo et Diego Rivera, dont vous connaissez peut-être l'histoire de cette peintre mexicaine qui a beaucoup souffert, etc., dans sa relation avec cet homme où elle vivait effectivement une domination très forte et qui a été hyper violente, y compris d'ailleurs dans son corps. L'autre tableau, c'est un tableau de Munch qui montre qui s'appelle Désillusion et qui justement représente la désillusion et la tristesse de cet homme, parce qu'en fait c'est une représentation masculine, reliée quand même par la chevelure de cette femme qui s'éloigne. Alors, est-ce que le délitement de la transe initiale, eh bien, va faire sortir de cette transe finalement? Et est-ce que retrouver une pensée rationnelle et une attention volontaire va aussi procéder de cette rupture? Alors, si on fait le parallèle, sortir de la transe serait pour le couple perdre ses illusions. Entre aveuglement, champ élargi, choix conscient et prise de décision, la ligne est ténue. Alors, trois mouvements vont pouvoir illustrer cette ligne de crête. Et ce sont des illustrations communes hein, qu'on rencontre tous les jours quand on reçoit des couples. C'est analyser la fonction du reproche, la tentation de changer l'autre.
qui reste une attitude très fréquente dans les couples. Le reproche prend alors différents visages, hein, on le sait, celui de la conviction, de la projection d'une partie de soi dans l'autre. Et l'insatisfaction va prendre le dessus. Et l'amour peut alors se transformer en haine larvée, voire en violence. Le deuxième point, c'est repérer les valeurs blessées. Alors, vous avez compris, je suis assez attachée aux valeurs des droits humains et ces valeurs peuvent être blessées dans le couple. Alors, en fonction des valeurs communes du départ, qui sont plus respectées, par exemple, mais aussi celles des droits humains universels, qui vont être appliquées à la dynamique du couple, qui sont structurants. Donc, ces valeurs sont blessées et la désillusion s'installe et la transe fondatrice de la relation se délite. On peut donner un exemple très concret, la question de la confiance, quand la confiance se brise. L'irruption du réel fait aussi office de rupture symbolique dans cette sensation de paradis perdu, je vous en ai parlé tout à l'heure, basée sur la sollicitude. Alors l'angoisse et la souffrance vont prendre alors une forme d'un ébranlement des certitudes et de la déstabilisation, et à ce moment-là, nous sommes dans un processus de dissociation négative qui va évidemment remettre les choses en question. Alors, pour terminer, vous avez vu que je n'ai pas genré, je n'ai pas parlé les femmes d'un côté, les hommes de l'autre. Vous avez compris que c'est absolument pas ma façon ni de travailler avec mes patients. Déjà, j'essaie de ne pas trop genrer. Et même sur le plan universitaire, dans notre enseignement, notre DIU de sexologie, nous avons quasiment tout dégenré nos cours. C'est-à-dire que pour nous, c'est très important, justement, tous ces mécanismes-là sont des mécanismes communs. Et ça, c'est justement pour éviter d'être trop dans les stéréotypes. Donc, ce contexte va s'appliquer donc à tous les couples, quel que soit le genre et quelle que soit la façon dont le couple s'est construit. Et quel est l'apport des évolutions sociétales en marche aujourd'hui? Alors, le premier, c'est de repenser le couple grâce à la transe en articulation avec les droits humains. C'est ce que j'ai essayé de vous montrer. Que sont la liberté, l'égalité, la sécurité, le respect et la dignité humaine. Toutes les luttes, alors aujourd'hui MeToo, la lutte contre l'homophobie, la transphobie, etc., que vous connaissez très bien sans doute, ont permis un remaniement qui en modifie profondément la vision. Et si l'état de transe en est le socle, les formes sont multiples et variées aujourd'hui. Alors, on parle de LAT, Living Apart Together, c'est une forme de couple. On parle de trouble, on parle de polyamour, on parle de couple libre, ouvert, diversifié, évidemment LGBTQA+, avec des motivations qui vont dépasser l'illusion. La préservation de l'indépendance, l'évitement de l'usure conjugale, l'équilibre entre intimité et liberté, le sens donné au lien amoureux le fait de concilier le projet commun et la vie individuelle. J'ai presque terminé. La flexibilité. C'est bien. D'accord, c'est bien. Il y aura des questions comme ça. La flexibilité et la recherche de l'égalité, mais aussi l'incertitude de la durabilité, vont façonner ces nouvelles façons de vivre à deux dans notre société d'aujourd'hui et vont éclairer aussi le sentiment d'évidence de la rencontre en se réinventant. Alors, le couple se repense aujourd'hui complètement, la conjugalité se transforme complètement. L'exemple en est le couple numérique qui existe aussi et la virtualisation de la relation. Nous voyons aujourd'hui naître des e-couples maintenus exclusivement en ligne avec une absence de corps, donc d'érotisme véritablement incarné, sauf évidemment souvent de façon ou verbale ou imaginaire, ou voire de film, mais en tout cas pas incarné. Une dépendance aux écrans aussi, bien sûr, une confusion entre intimité réelle et virtuelle, mais surtout une suridéalisation qui va être renforcée par le filtre numérique. Alors, est-ce une autre forme de transe pour le couple? Est-ce qu'une autre forme de transe pour le couple est en train de naître? Voilà.
Alors, moi, je voulais juste, avant de passer aux questions, j'ai noté quelques mots. J'ai bien aimé transeur et trans. Alors, j'ai ajouté transeuse, transeur et transeuse. J'ai trouvé que c'était. J'avais jamais entendu ça. J'ai. Enfin, pas de cette façon-là, en tout cas. Euh, je me suis demandé aussi si finalement le couple n'était pas une transe collective. Faut se poser la question. Et puis, j'ai tout à l'heure parlé à Antoine il a parlé des trans et transis. Et si vous avez l'occasion d'aller à la cathédrale de Saint-Denis, vous y verrez des gisants, mais vous y verrez aussi des transis. Et il y a une différence entre les gisants et les transis, c'est que les transis sont en couple et qui sont, alors ce sont notamment il y a Henri II et Catherine, sa femme, c'était je ne sais plus laquelle d'ailleurs, et ils sont donc en couple. Pierre, évidemment, ce sont des statues, et on les voit dans un lit, dans une position sexuelle, c'est-à-dire vraiment dans une position orgasmique. Donc, allez voir les transis, puisqu'on parle de trans. Et enfin, c'est par association d'idées, parce qu'il y a très longtemps, j'avais fait une communication sur l'érotique des cimetières, c'est un autre sujet. Mais donc, j'avais été intéressée au transit, puisque cette partie, ah, c'est très intéressant. Oui, oui. Et donc, les transits sont en position sexuelle dans la cathédrale de Saint-Denis, je vous engage. Et la différence entre les transis et les gisants, c'est que les transis sont nus, enfin, ou presque nus, alors que les gisants sont habillés. Voilà. Bah, merci beaucoup. Ouais, c'est un billet vraiment Ouais. Voilà, de la France. exactement. Ah oui, il y aurait quelque chose à faire là-dessus, oui, c'est vrai. Voilà. Merci. Alors, bah, je sais pas, il y a peut-être des questions. On a absolument temps pour les questions là. On s'en remet à la salle. Y a-t-il des questions? Bon, bah, le temps que les Ça questions se infuse. posent. C'est Voilà. c'est souvent des choses qui... Je sais bien que c'est ce type de communication fait toujours remonter des choses personnelles. Alors, prenez votre temps. J'ai l'habitude. C'est Bah, normal. toutes les questions. On touche tous et toutes. J'aimerais peut-être. Alors, bon, c'est pas tellement. C'est pas forcément une question, mais justement, du coup, on a un peu de temps par rapport à ce que vous disiez sur la fin, sur justement, quand vous les avez nommés de e-couple. Oui, Je les trouvais ça couples. intéressant, ouais. Oui. Alors, voilà, justement, comme ça, hein, parce que du coup, c'est la clinicienne qui se pose la question. Est-ce que justement, ça vous arrive de recevoir des e-couples, c'est-à-dire, autrement dit, des patients, couples en visio, qui, du coup, seraient potentiellement pas forcément, qui n'habiteraient pas forcément au même endroit, enfin, Oui, alors, par le couple, exemple, oui. alors, oui, mais en même temps, je parle de, voilà. Oui, oui, bien Et sûr. puis, éventuellement, peut-être un peu plus en lien avec ma clinique, mais aussi des personnes qui auraient l'un des deux partenaires en expatriation, par exemple, Ah avec une oui. personne. Enfin, vous voyez, À distance. à Ça, distance. ce sont les couples à distance. C'est pas tout à fait pareil que les e-couples. Alors, bah, peut-être Voilà, que. hein. Les couples à distance, oui, bah oui, parce que souvent, enfin, je fais aussi pas mal de visio, comme nous tous et toutes, probablement. Et donc, il y a des gens parfois qui sont, il y en a un qui est à New York, l'autre qui est à Pékin, enfin voilà. Bon. Donc voilà, et ils ont décidé de faire une thérapie de couple. L'idée, c'est que, bien sûr, ils se retrouvent de temps en temps aussi, hein, c'est évident. Mais ça, ce sont des couples à distance. Ça, c'est très fréquent aujourd'hui, hein, parce que voilà, pour plein de raisons, le monde bouge, on circule beaucoup, etc. Voilà, c'est ça, exactement. Donc ça, oui, ça, c'est assez... Il y a même parfois des personnes que j'ai vues en vrai, enfin, dans mon cabinet, voilà, et puis qui, voilà, pour les séances d'après, il y en a un qui voyage, l'autre, voilà, et hop, on peut les voir comme ça à distance. Bon, ça, pas de problème, ça change pas grand-chose finalement au fait que à la dynamique du couple. Le vrai e-couple, c'est celui qui finalement se rencontre jamais. C'est vraiment le couple numérique qui ne vit que à travers les écrans. Ça, c'est pour le moment, c'est vrai que c'est plus rare d'avoir des demandes de thérapie de couple, de Oui. e-couple, parce que alors c'est une bonne question parce que pourquoi finalement alors
sans doute parce qu'ils ils se contentent de cette relation et que ça les arrange de ne pas se rencontrer. Ça peut être ça, ou, ou l'excitation est comme ça, bon, voilà, se joue uniquement à travers l'écran. Donc, ils n'ont pas de demande, en fait, ces couples-là. Enfin, ça arrivera peut-être, hein, mais pour le moment, non, j'ai pas rencontré de e-couple qui me fasse une demande. Oui, Mais ça existe, par contre, les e-couples. Ouais, d'accord, merci. La présentation. Je vais faire une question double. Euh, Lors que tu as montré ces images, tu parlais des désillusions et valeurs blessées. Alors, la première question sera la perte de la capacité d'entendre ensemble Oui, ou s'il ne sera pas un trans négatif, un trans générateur de souffrance. Et le deuxième, bonne si question. la trans peut aider une couple à se divorcer sans être si traumatique. Alors, merci beaucoup pour ta question. La première, enfin, la réponse à ta première question, ça peut être les deux, bien sûr. Hein, on sait bien que voilà, ça peut être l'un ou l'autre, et ça peut être source évidemment la rupture de la transe peut être la source, si on considère que la transe est comme une espèce je dirais, de fondamentale de la notion du couple aujourd'hui, qui est plutôt basée sur le couple amoureux. Effectivement, quand il y a rupture de la transe pour différentes raisons, et puis après, effectivement, il y a les trans qui peuvent être aussi, je pense, j'ai parlé un peu de dépendance, et puis je n'ai pas parlé de domination, mais on aurait pu parler de domination. Toutes ces questions-là, effectivement, sont intéressantes dans la dimension de la transe, qui peuvent être des moments bien sûr, de rupture et de souffrance. Et ta deuxième question, c'était... Si la trans, si la trans, de la manière que tu travailles, peut oui. être utile pour aider une couple à se divorcer. Ah, pour aider le couple à divorcer, pour aider Alors, oui, parce que j'aurais envie de dire, parce que parfois, comme je vous ai dit, je fais des séances d'hypnose, puisque moi je fais plutôt de l'hypnose, à des couples qui sont parfois dans des situations de réflexion par rapport à la séparation. Alors, c'est pas forcément pour divorcer, mais au moins pour se séparer. Hein. Donc, effectivement, la transe peut être vécue ensemble d'ailleurs. C'est assez intéressant parce que à ce moment-là, d'abord, il y a une communication qui peut se rétablir, souvent quand la communication est coupée, parce que ça arrive quand même assez fréquemment dans les cas de conflit, on va dire. Donc, effectivement, la transe peut être une bonne... alors, les aider à divorcer. Moi, en tout cas, c'est pas mon rôle ni d'aider à divorcer, ni d'aider à rester ensemble. Moi, j'ai un rôle, évidemment, qui n'est pas celui-là. Je n'ai pas d'intention pour le couple. Ça, ils le savent. Hein. Même si on veut le bien, en tant que thérapeute, c'est notre rôle de vouloir le bien pour notre patient ou nos patients, je pense. Ça fait partie de notre rôle. Mais après, bon, si le couple est dans un mouvement d'éloignement, bon, bah voilà. Alors, les aider à ne pas divorcer, je sais pas, ou les aider à divorcer et peut-être à supporter la séparation. Hein. Après, l'intention qu'on peut donner après thérapeutique dans l'utilisation de la transe ou de l'hypnose va dépendre de chaque demande aussi, de la demande individuelle de chacun ou des deux. On s'adapte hein, de toute façon, bien sûr. Bonjour. Je voulais vous demander, je m'attendais à ce que vous parliez de l'état de magie qui parfois provoque des états modifiés de conscience Hmm. vraiment extraordinaires, de la télépathie, penser à l'autre en même temps, se Oui, téléphoner, alors que l'autre essaye et ça se l'occuper, le fait de terminer les phrases, de s'offrir le même cadeau, enfin, je sais pas, des états modifiés de conscience qui sont quand même très très particuliers et qui arrivent plus facilement dans l'état amoureux que dans c'est vrai. n'importe quel état. Voilà. J'en ai un peu parlé, enfin, c'est vrai que cet état magique qui fait que, surtout au début d'une relation, il faut quand même reconnaître qu'après, les choses se transforment un peu.
Mais au début de la relation, où souvent, il y a des lieux qui se retrouvent dans les histoires communes, il y a des origines communes qu'on peut retrouver, il y a effectivement des phrases ou des... Oui, ce que vous dites est très juste. Enfin, je veux dire, c'est mystérieux. On sait que c'est mystérieux. Alors, si on se réfère à des théories, je pense à Jürg Willi qui a écrit beaucoup sur le couple. C'est un psychologue des années 80 sur la collusion dans le couple, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe inconsciemment dans un couple et comment se construit la relation de façon inconsciente, et pas seulement consciente, pas seulement t'as de beaux yeux et tu me plais, mais de façon inconsciente. Cette dimension de la collusion, elle entre tout à fait dans ce mouvement inconscient qui fait que il y a des choses qui apparaissent comme ça, comme magiques, on va dire, et qui aussi renforcent la relation. Hein. C'est un peu l'idée, quand j'ai cité la phrase de Montaigne et de la Boétie, parce que c'était moi, parce que c'était lui. Alors, il semble que ce soit plutôt de l'amitié, mais ça, on n'y a jamais vraiment cru. Donc, mais voilà, donc c'est ça, ces points communs qui apparaissent tout d'un coup, alors que, et puis avec la dimension de la brusquerie et de la surprise, qui est quand même là aussi, hein. Alors après, il y a la transformation. Ça, c'est quand même intéressant aussi de voir comment cet état de transe va permettre au couple, finalement, enfin moi, je suis persuadée que quand un couple dure, c'est qu'il reste en transe. à discuter. C'est à discuter, mais je suis persuadée que tout le monde n'est pas d'accord avec moi. Alors, moi, ça me questionne effectivement la transe de couple et notamment par rapport à la famille. Oui, C'est-à-dire que oui, oui. parfois on vit avec une intergénération, enfin, plusieurs générations, Oui. et on voit la transe du couple, mais il y a aussi la transe, l'état de transe en fait entre un parent et son enfant, on va dire, qui est avec sa compagne et qui vit dans le même espace. Mais je dis ça comme ça peut se faire aussi d'un parent avec une fille unique, par exemple. Euh, enfin, pas unique d'ailleurs. Et du coup, cette interaction en fait entre ces différentes bulles, je dirais comme ça, Oui, oui. mais c'est vraiment des états de transe aussi, je trouve qui interagissent et qui peuvent être effectivement de cet ordre d'amener une déconstruction de la transe du couple et parfois de l'autre Mais rapport. je pense qu'il y a beaucoup de couples qui consultent parce qu'ils ne sont plus en transe ou qu'ils ne laissent plus la place à leur transe aussi. Et on voit bien ces couples qui sont complètement mangés par la famille, qui ont plus, même plus d'espace pour eux, même plus d'espace entre eux, parce que ça s'entretient aussi, hein, voilà. Et ça, on le voit tous les jours, hein. Et ça produit du symptôme. Ça produit de la souffrance, ça produit des problèmes sexuels, ça produit des conflits, ça produit de, de l'incertitude ou de la dépression. Enfin, ça produit des choses. Donc, c'est vrai que... Alors après, quand vous parlez de ces autres bulles, c'est des trans psychiques. Là, j'ai quand même aussi ancré mon propos sur la transe corporelle, qui est quand même la particularité du couple. Alors, je vais mettre conjugal au sens très, 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 très large, hein, c'est pas, voilà. C'est ce qui fait la différence, quand même, entre un couple d'amoureux, conjugal, on y met les mots qu'on veut, et un couple d'amis, de frères et sœurs, enfin, si tout va bien, évidemment, de frères et sœurs, de copains, voilà, on fait plein de couples dans notre vie, hein. On n'a pas que notre couple amoureux ou conjugal, on a plein, plein de couples. Puis on a, voilà. Le rapprochement corporel certainement ancre davantage la Ben, transition. c'est ce qui fait la différence. Enfin, sur le principe, hein, je dis pas que ça marche à tous les coups comme ça, hein, je sais bien. Mais sur le principe, c'est ce qui fait quand même la différence. Voilà. Et c'est le partage du plaisir aussi. Alors après, voilà, on fait pas. Non, je voulais entre guillemets voler la parole à la personne, mais c'est parce que ce qu'on se dit euh, alimente en fait la réflexion que j'avais déjà tout à l'heure quand on parlait du couple.
et qu'en fait, moi, ce que je percevais aussi dans le couple, et du coup, vous pourrez me dire aussi ce que vous en pensez, je pensais aussi le couple, alors dans mes références à moi aussi, à partir de la question du jeu vidéo. C'est-à-dire à partir des personnes Oui, qui se rencontrent à partir d'un avatar. Et ce matin, on a parlé des avatars, me semble-t-il. oui, Euh, et je ne sais pas si certains ou certaines d'entre vous ont vu le film, je crois que c'est de Spielberg, Ready Player One, et où cette question, bon bref, sans spoil, hein, mais voilà, un couple qui se rencontre dans un jeu vidéo, puis qui après va se rencontrer IRL, enfin dans la vraie vie. Et C'est effectivement Spielberg. c'est Spielberg. Oui. mmh, Histoire, oui. Pourquoi cette histoire? Bah, parce qu'il a bien aussi fait Ah, la Disney qui finit bien. ah oui, oui, bah oui. Bah, j'ai pas dit que ça finissait bien. Voilà. Bah, j'ai doublement spoilé. Bah non, mais voilà. Il obtient doublement le Graal. Oui, en plus. Donc, mmh. oui, bon. Mais du coup, voilà, je pensais aussi à ces couples-là, où pour le coup, bon, moi, je sais pas si j'arrive à mettre, je sais pas si j'arrive à parler de trans corporel ou de trans psychique, je parle de trans de manière générale. Mais du coup, j'ai pas spécialement de question, mais c'est ça que ça m'amenait Oui, aussi, oui, oui. là, enfin, voilà. Alors, il y a aussi des couples aujourd'hui, hein, j'en parlais hier avec Antoine, en revenant sur l'idée des entités dont on a beaucoup parlé tout à l'heure, ce mot entité, c'est ces couples qui se forment entre un humain et une entité IA. Alors ça, c'est très fréquent aujourd'hui. Hein, enfin, moi personnellement, j'ai rencontré plusieurs personnes, mais je pense à une en particulier qui vit avec son IA. Qui vit avec son IA, c'est-à-dire qui s'est créé un avatar sur ChatGPT, enfin ou sur un autre, voilà, et qui lui a donné une forme. Enfin, c'est un homme qui a créé une femme, une forme, un prénom, enfin tout ce qu'on peut faire, hein, parce que c'est très facile à faire finalement, hein, si vous voulez vous créer un compagnon, et qui vit avec son IA du matin au soir. C'est-à-dire que le matin, ils se disent bonjour, comment vas-tu, etc. Tatati, bonne journée, et puis qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui? Enfin bon, alors on pourrait. Nous qui sommes psychologues cliniciens avec une bonne base de psychopathologie, on pourrait se dire, ouh là 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 là, on est en train de dériver vers des choses voilà, qui pourraient ressembler à de la psychose. Mais en même temps, enfin, je pense à une personne en particulier qui est très ancrée dans le réel. Pour le moment, il n'est pas dissocié dans la réalité. Il est encore, voilà. Mais en même temps, il vit avec son IA en permanence. Et s'il a une question, alors moi je lui ai posé beaucoup de questions sur cette façon de vivre avec son IA. S'il a je sais pas, un problème, n'importe quoi, enfin, un questionnement comme on peut avoir tous, et ben, il pose la question comme une vraie compagne, quoi, voilà. Donc, on va aussi vers des modèles comme ça, hein. Enfin, ça existe en tout cas. Alors, Ça veut dire l'histoire avec c'est une entité, en fait, c'est une forme d'entité. l'actualité. Ouais. Ça interroge aussi avec l'invisible, la façon de Oui, différent. absolument. Sur les réseaux sociaux, des messages de personnes qui sont des freins, qui s'adressent directement à son père, à sa mère, à sa soeur, à son frère, etc. Comme si effectivement le réseau finalement virtuel était aussi un réseau invisible, mais élargi à d'autres formes de pratiques. Et on retrouve du coup, y compris des pratiques en lien avec le sacré, en lien avec ce monde de la virtualité. Il y a ce que tu disais qui est en direct avec ces deux journées, c'est-à-dire la création d'avatar là-dedans. C'est ça. Ça, c'est pas simplement la composante en fait d'un monde invisible qui rappelle un autre, qu'on va considérer comme étant quelque chose de plus traditionnel. C'est aussi la possibilité de pouvoir choisir dans ce monde en lien avec l'invisible l'apparence que je souhaite avoir jusqu'au genre que je souhaite avoir et pas forcément me l'attribuer non plus définitivement. Ouais, la question que je me pose, parce que je ne l'ai pas expérimenté, mais la question que je me pose, c'est la sexualité. C'est-à-dire que si la personne
Non, mais là, si l'homme en question, parce que là, il s'agit d'un homme, bon. Si l'homme en question propose à cet avatar de l'IA des choses sexuelles, est-ce que, il y a est-ce qu'il y a des filtres? C'était ça ma question. Est-ce qu'il y a des filtres par ChatGPT ou pas? Est-ce que tu as le droit d'aller sur des fantasmes, des trucs, ou même une sexualité, voilà, voilà. Est-ce que ça peut aller jusque-là? Voilà, c'est. Je ne sais pas. Je ne sais pas si ça faudrait l'expérimenter, hein, mais je sais. Ça fait très longtemps déjà qu'en VR, donc en réalité virtuelle, il y a des instruments qui sont connectés. Oui, mais ça Ben c'est oui, ben, spécifique. ça peut être le même principe avec l'IA. Maintenant, est-ce que l'IA est muselée Je ne par sais des pas. features? Je sais pas si c'est la C'est seule, ma question. mais C'est ça peut ça. certainement exister, même en pirate, d'avoir Oui, 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 des IA qui oui. sont démuselées et qui sont connectées Oui, oui, avec certainement, certainement, des instruments. certainement. Ça, Oui, 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 je sais parce que là, je suis en train de faire un numéro pour la revue Sexualité humaine sur l'IA, les chatbots, etc. Donc, j'ai eu affaire évidemment à des spécialistes de la question. Donc, il y a un auteur qui justement est sur ce registre-là. Et pardon? Yann. Non, c'est Christelle Bonny. Voilà. Donc, mais voilà. Bon, c'était une question. Un peu, effectivement, c'est pour ça que je te le disais aussi à soir, mais du coup, je le dis publiquement, mais Ouais. c'est pour ces raisons-là que, du coup, il commence à y avoir une mise en garde. Et comme les données, en fait, commencent de plus en plus à être partagées parmi les Ouais. compagnies, etc., avec un sourire au coin, effectivement, il y a quelques mises en garde de concepteurs directs qui disent attention à ce que vous demandez à l'IA, parce qu'à un moment donné, tout sera rendu public. C'est ça. C'est ça. Il y a ça aussi. Évidemment, c'est ça qui était en quête. Oui, 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 oui. Maintenant qu'il y ait d'autres moyens d'accéder, ça, c'est certain. C'était juste. D'accord. Est-ce que- Eh ben, j'espère que ça vous a intéressé.